Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île d'Over. On se retrouve pour notre suivi du menu crowdfunding du mercredi, l'émission dans laquelle je vous parle un petit peu des projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Cette semaine, pas d'annulation en vue, donc du coup on peut partir directement sur les projets auxquels il reste un petit peu moins d'une semaine, un petit peu moins de 7 jours de campagne, puis faire un tout petit point aussi sur ceux qui ont encore un peu plus d'une semaine et dont on parlera de toute façon encore une fois la semaine prochaine, une toute dernière fois. Du coup on est parti. Présenté le 23 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Age of Champagne, projet français et donc version francophone disponible bien évidemment. On est tout pile à 400 contributeurs, 20 000 € d'engrangés, donc le projet est largement financé. C'était déjà le cas de toute façon le premier jour de campagne, après 2 heures le jeu était financé. Le truc c'est que ça n'a pas tellement augmenté entre temps et c'est assez dommage parce que Age of Champagne, AOC, est un jeu relativement prometteur qui a l'air d'être assez sympa, un petit jeu pour 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs autour de la table et pour 30 minutes par personne, donc c'est un jeu qui se veut quand même relativement expert malgré tout, qui a l'air d'être assez thématique qui plus est, d'autant plus que les créateurs eux-mêmes ont travaillé ou travaillent encore d'ailleurs, je ne sais pas, dans l'univers du champagne depuis bien des années, donc du coup ils connaissent un petit peu leur domaine bien évidemment. Pas de stretch goals particuliers durant cette campagne, puisque de toute façon la production va être lancée tout de suite après, en fait ils sont déjà réservés apparemment la production, l'usine de production très rapidement après la fin de la campagne, ce qui devrait normalement permettre d'obtenir le jeu assez rapidement. Je crois pas du tout en le créneau avant Noël par exemple, hein, qu'ils ont donné en début de campagne si je ne me trompe pas. Je pense plutôt qu'on aura le jeu d'ici février, mars, avril si tout se passe bien et encore. Mais bon, peut-être qu'ils pourraient nous pondre un petit miracle et une vraie production, une vraie livraison plutôt pour décembre. On verra bien, mais j'y crois pas des masses pour ma part. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Age of Champagne, vu qu'il n'y a pas de stretch goals. J'espère juste que le projet réussira à attirer peut-être 500 contributeurs d'ici la fin de la campagne. C'est pas gagné, mais ça devrait pouvoir se faire, et de toute façon, on le retrouvera certainement en boutique à terme. Reste que maintenant, il faudra compter un éditeur supplémentaire à suivre dans l'univers du jeu francophone et français d'ailleurs, avec Old Hen Games à suivre donc. Age of Champagne, 400 contributeurs, 20 000 € d'engrangés. Et donc environ 3-4 heures lorsque vous verrez cette vidéo avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Cthulhu Death May Die Fear of the Unknown, la nouvelle extension saison 3 et en fait plus saison 4, ils ont dévoilé la saison 4 durant la campagne de la saison 3. Est-ce que la notion de saison est bien justifiée dans ce cas-là, quand on dévoile 2 saisons d'un seul coup? La question peut légitimement se poser. Quoi qu'il en soit, bien évidemment c'est une belle campagne de la part de Simon. Encore une fois, je me répète un petit peu ces dernières semaines, mais il commence à peiner un petit peu à trouver les mêmes résultats, c'est-à-dire 25, 26, 29 000 contributeurs ces derniers temps. Il y a eu quelques petits couacs de communication, notamment au niveau des frais de port ces derniers temps, et du coup ils ont pris un petit peu un coup au niveau de leur popularité. Il y a eu pas mal de critiques à leur égard, et du coup pour l'instant on est à 17 000 contributeurs, ce qui est excellent si on se réfère éventuellement à la grande majorité des campagnes sur Kickstarter, mais par rapport à leurs standards habituels, c'est moyen bof. Mais bon, quand même, pour la saison 3 et 4, 17 000 contributeurs, c'est bien ça, oui. 2 700 000 € d'engrangés, on est sur un très gros score, bien évidemment. 36 heures à la fin de la campagne, ce qui veut dire qu'on ira certainement titiller les 20 000 contributeurs malgré tout d'ici la fin de la campagne, donc ça restera un très bon résultat malgré tout. Pour le reste, c'est toujours un jeu en collaboration dans l'univers de Lovecraft pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 80 minutes. On en a déjà parlé donc le 30 octobre dernier pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la licence qui a déjà connu un certain succès lors des 2 premières saisons et qui donc s'accompagne de cette extension, enfin de même ces 2 extensions, saison 3 et 4 en même temps, et toute une ribambelle de stretch goals comme toujours d'ailleurs avec Simon, beaucoup de stretch goals qui auraient pu être inclus directement dans les boîtes d'office bien évidemment, mais quand même pas mal qui sont des exclusivités Kickstarter, donc c'est bon à prendre malgré tout. Beaucoup de nouveaux investigateurs, ici James Amelie, on en retrouvera d'autres ici que Ryan avec Isadora, etc. Beaucoup de nouveaux investigateurs, quelques nouveaux monstres également, on a aussi quelques nouvelles reliques par-ci par-là, on a aussi de nouveaux épisodes qui viennent s'intégrer aux boîtes précédemment sorties, etc. Donc il y a beaucoup de stretch goals, c'est quasiment la moitié de la page, les stretch goals avec énormément de nouveaux investigateurs. Je rappelle que chaque investigateur a ses propres spécificités, ses propres compétences asymétriques, donc c'est quand même vachement intéressant d'en avoir autant que ça.
On aura certainement encore 3, 4, 5 stretch goals d'ici la fin de la campagne, j'imagine, mais comme d'habitude avec Simon, ils ont rajouté des niveaux de pledge de plus en plus conséquents au fur et à mesure que la campagne se déroulait, et maintenant le all-in est à 210$, donc ça coûte assez cher malgré tout. Comme toujours avec Simon de toute façon. Kilo plastique oblige. Voilà pour Cthulhu, Death May Die, Fear of the Unknown, 17 000 contributeurs pour l'instant, 36 heures avant la fin de la campagne, ce qui veut dire environ une dizaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. Également présenté le 30 octobre dernier pour le menu crowdfunding de Halloween quasiment, Cheap Theory Games qui proposait alors son premier jeu entre guillemets pas cher, et c'est vrai que c'est pas très cher pour le coup, à savoir 20 Strong avec 3 épisodes d'entrée de jeu, un épisode pour Oplomachus Victorum, un épisode pour Too Many Bones, et puis surtout un épisode pour la nouvelle licence qui accompagne la sortie de 20 Strong, à savoir Solar Sentinels, oui c'est bien ça. Donc je suis assez peu fan en termes de direction artistique, hein. Le gameplay est certainement très sympa, mais la direction artistique de Solar Sentinels, je suis pas très fan. Quoi qu'il en soit, les stretch goals, il y en avait quand même un paquet là encore, donc éventuellement on passe un petit peu rapidement dessus, mais vous allez voir que c'est quand même toujours le même pattern qui se répète à plusieurs reprises, de nouveaux héros pour telle ou telle boîte. Les premiers stretch goals sont essentiellement pour Solar Sentinels, avec des petits upgrades de matériel, avec de nouveaux héros qui viennent s'ajouter, avec de nouveaux monstres éventuellement, etc. Ensuite, rebelote, mais pour Too Many Bones, donc nouveaux héros disponibles, enfin nouveaux monstres également disponibles. Il n'y a pas de nouveaux héros apparemment. Non, c'est que des baddies, j'ai l'impression. Donc il n'y a pas de nouveaux héros, mais beaucoup donc de nouveaux monstres, de nouveaux adversaires à terrasser. Peut-être que Gasket est un personnage, peut-être. Ici, on ne nous dit pas baddie, on nous dit joins the deck. Est-ce que c'est un nouveau personnage? Je ne sais pas très bien. Ensuite, apparemment, on a un vote qui a été fait pour élire la prochaine licence précédemment sortie par Cheap Theory Games comme prochain deck de cartes de 20 Strong. Ça pourrait être Cloudspire, ça pourrait être Burn Cycle par exemple. Ensuite, nouveau personnage et nouveau boss pour Victorum. Et puis enfin, on a aussi dévoilé, et c'est la grosse news, des teaser pour une prochaine saison de 20 Strong avec les illustrations et la participation en termes de création également de Manny Tremblay, donc qui n'est autre que l'un des deux auteurs, donc l'un des deux co-auteurs et illustrateur principal de Dice Throne entre autres, ou encore de Wonderland's War. Donc un joli nom qui vient signer une collaboration assez attendue pour la prochaine fournée de 20 Strong, certainement pour l'année prochaine. Voilà pour 20 Strong de la part de Cheap Theory Games, c'est un très beau résultat, et en même temps c'est compréhensible, c'est leur jeu le plus accessible en termes de gameplay, mais également et surtout d'ailleurs en termes tarifaires, et du coup ça attire plus facilement plus de monde, même si, je devrais le préciser, c'est un jeu exclusivement solo. Autre chose qu'il faut que je précise également, ces derniers jours a été dévoilé l'obtention en fait d'une version francophone par Lucky Duck Games apparemment, donc ça aussi très bonne nouvelle pour tous les fans de la licence, enfin des licences, des différentes licences ici, mais surtout de Cheap Theory Games. Voilà pour 20 Strong, 6250 contributeurs pour l'instant, 392 000 euros d'engagés, dollars pardon, et 2 jours et 10 heures avant la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, Pampero, celui-ci fait aussi un beau résultat. C'est pas extraordinaire comparativement aux deux autres campagnes préalables, mais c'est vrai qu'on a commencé très fort avec Cthulhu Death May Die et avec 20 Strong de Cheap Theory Games, donc ça allait forcément retomber un petit peu, mais 1777 contributeurs, c'est plutôt un bon résultat pour Ape Gamer et Pampero, près de 200 000 euros d'engrangés déjà, à 53 heures de la fin de la campagne. On va rapidement redire ce qu'on a dit récemment sur le jeu, à savoir que c'est un jeu qui est l'œuvre d'un des collaborateurs principaux ces dernières années de Vital Lacerda, donc le créateur espagnol, j'allais dire, pas du tout, portugais, de beaucoup de gros jeux qui piquent, comme Kanban EV par exemple, ou The Gallerist, ou Escape Plan, et tant d'autres encore, ou même Weather Machine très récemment par exemple. Donc ça y ressemble un petit peu, ne serait-ce que visuellement, mais également en termes de mécanisme, même si le jeu se veut un petit peu plus léger, un peu plus accessible, et plus court également. Ensuite, rapidement, qu'en était-il des stretch goals? Ils étaient donc ici, beaucoup d'ajouts de matériel notamment, donc ça c'est plutôt très bon signe, ça vient rajouter un peu plus de rejouabilité, un peu plus de profondeur également, peut-être quelques petits modules avec des cartes d'objectifs notamment, allez savoir si c'est inclus directement dans le jeu de base ou est-ce que ce sera un module qu'on pourra choisir d'ajouter ou non. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. On aura même de nouvelles compagnies, donc de nouvelles industries à pouvoir éventuellement gérer ou diriger pour atteindre nos différents objectifs de partie.
Et ma foi, c'est à peu près tout pour Pampero, qui fait malgré tout un assez joli résultat, qui devrait, d'ici les dernières 53 heures de campagne, aller chercher les 1900, voire même 2000, je pense, contributeurs d'ici la fin de la campagne. Présenté le 23 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Race to Raft, encore un jeu qui fait un très beau résultat, décidément on les enchaîne. Là on fait 4 projets consécutifs qui nous mettent plus de 1700 contributeurs à l'emporte-pièce, c'est des très beaux résultats consécutivement. On va bien évidemment, je vous rassure, tomber sur des campagnes un petit peu moins en bon état, disons. Quoi qu'il en soit, Race to the Raft a l'air d'être un bon résultat, mais en fait quand on se pense un petit peu sur son sujet, on se dit que c'est pas forcément génialissime, puisque c'est, vous l'aurez reconnu via sa patte graphique, dans l'univers de l'île des chats, qui est un succès incommensurable, notamment sur Kickstarter, où lors de ses 2 précédentes campagnes, il avait fait plus de 10 000 contributeurs si je me souviens bien, et du coup, actuellement, 4000, c'est pas si énorme que ça, à 54 heures de la fin de la campagne. On avait fait ici 8000 la première campagne, puis 12 000 lors de la deuxième campagne. Donc comparativement, c'est vrai que c'est assez décevant, mais je trouve que, et vous le regarderez dans le menu crowdfunding du 23 octobre si ce n'est pas déjà le cas, le gameplay et la direction artistique sont vraiment décevants, selon moi bien évidemment, c'est purement subjectif, mais je suis assez déçu par la proposition qui nous est faite visuellement parlant d'abord, et puis aussi en termes de gameplay, ça m'attire pas outre mesure. Donc vous me direz ce que vous en pensez malgré tout, je serais curieux de voir un petit peu vos retours. Moi-même je n'ai pas pu tester l'île des chats jusqu'à présent, un jour peut-être, mais cette nouvelle campagne me semble un petit peu moyen, quoi. Un petit peu moyenne. Alors, qu'avait-il en termes de stretch goals? Peut-être qu'il n'y en avait même pas d'ailleurs, je ne sais plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais j'ai vu tout à l'heure des petites croix ici, The School of Games. Si, il y aura effectivement quelques petites révélations au cours de campagne, mais c'est tellement présenté originellement, pour dire les choses de manière méliorative pour le coup, que j'ai un peu la flemme d'analyser un petit peu de quoi il s'agit, donc on va passer directement au prochain projet, mais il y a des trucs débloqués malgré tout. Donc voilà pour Race to the Raft, projet qui affiche un assez bon score de prime abord, mais qui en réalité est un petit peu décevant si on le compare à l'île des chats. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Cora Quest avec une nouvelle extension intitulée Keep on Questing, c'est toujours l'œuvre d'un papa et de sa jeune fille du côté de l'Angleterre. Pour un 4 joueurs, c'est un dungeon crawler à partir de 6 ans, c'est quand même très rare, avec des illustrations très enfantines là également, qui devraient faire plaisir du coup aux enfants qui peut-être s'approprieront l'œuvre plus facilement, allez savoir. Pour l'instant, 2186 contributeurs à 56 heures de la fin de la campagne et près de 75 000 € d'engrangés, c'est un assez joli résultat, même si on n'atteindra certainement pas le résultat de la campagne de base qui je crois était à 4000 ou 5000 ou 6000 contributeurs je crois, donc je ne sais pas si c'est parce que ça a déçu des backers de la première campagne, je pense pas, mais je pense que c'était certainement un jeu qui se suffisait à lui-même, un petit dungeon crawler très familial à partir de 6 ans, c'est assez rare. Peut-être que les gens se disaient que c'était suffisant et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller backer l'extension, mais c'est vrai que si on s'en réfère à ma petite théorie personnelle habituelle, si on a une campagne d'extension qui fait moins que le jeu de base, c'est peut-être que le jeu de base n'était pas si convaincant que ça au final. J'ai cru comprendre aussi via les commentaires la semaine dernière que le jeu aurait une version francophone à venir prochainement, donc je vais vérifier entre temps et peut-être que j'ajouterai donc le petit drapeau français en début d'intervention. Si c'est pas le cas, vous vérifierez par vous-même parce que j'aurais peut-être oublié entre temps. Voilà pour Cora Quest, 2186 contributeurs, 56 heures avant la fin de la campagne et presque 75 000 € d'engrangés. On devrait aller chercher les 2400, 2500 contributeurs quand même avant la fin de la campagne. Et on continue avec les campagnes couronnées de succès, décidément ça ne finit plus aujourd'hui, avec une campagne présentée le 16 octobre dernier dans le menu crowdfunding. Il s'agit d'une extension pour Mosaic, qui avait fait l'objet d'une première campagne il y a ça un an et demi si je me souviens bien, un jeu de civilisation qui se veut relativement court, qui se joue à peu près en 2 heures, donc c'est quand même très accessible pour un jeu de civilisation. Donc Mosaic qui pour l'instant a 5000 contributeurs et 520 000 € d'engrangés, donc encore une fois, c'est de la science là, on est sur des campagnes qui marchent très bien consécutivement, alors qu'on est dans une campagne, enfin dans une période vraiment très surchargée en termes de projets sur Kickstarter, GameFund et compagnie, donc il n'était pas forcément facile de tirer son épingle du jeu, mais c'est la période où les éditeurs se massent généralement sur Kickstarter et compagnie, et du coup ça n'a pas manqué. Mosaic bien joué encore d'une très belle popularité suisse à sa première campagne, et ça se confirme avec cette première extension, pour cette seconde campagne pour Forbidden Games. Pour rappel, on va aller voir le résultat de Mosaic, le jeu de base à l'époque, qui avait fait donc 7447 contributeurs l'année dernière, et donc je pense que là,
parti comme c'est parti, on devrait faire un petit peu moins, peut-être 5500, 5600 contributeurs, donc un petit peu moins quand même que le jeu de base, mais ça fera quand même un très beau résultat malgré tout, il faut bien le signaler. Donc grosse boîte, plein de miniatures bien évidemment, c'est un jeu de civilisation mais qui se veut donc relativement court, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de mécanismes bien évidemment, de contrôle de territoire, un petit peu de set collection via les cartes qu'on va chercher à construire. Oui, il faudra construire des cartes, enfin il faut payer les cartes pour pouvoir les installer, donc un peu de set collection à ce niveau-là, des combos dans tous les sens bien évidemment, du guerroiement bien évident, parce que c'est un jeu de civilisation, hein, donc qu'est-ce que ça serait sans une bonne grosse guerre de temps en temps. Et puis pour ce qui est des stretch goals, c'était ici que ça se passait, ça commençait à 400 000 $, donc on en aura assez peu au final. Ici vous aurez donc le Cirque Maximus qui sera disponible visiblement, qui est une nouvelle merveille que vous pourrez construire. Ensuite à 450 000, on a aussi débloqué de nouvelles tuiles d'action militaire. Ensuite, à 500 000, on a aussi débloqué des petits tokens que vous pourrez utiliser pour la grande bibliothèque, donc la merveille de la grande bibliothèque apparemment. Et ensuite, à 550 000, mais ce n'est pas encore débloqué pour l'instant, on aura une nouvelle tuile de gouvernement qui sera intitulée Confederation, donc la Confédération. Donc quelques petits ajouts par-ci par-là, mais ils n'ont pas tapé dans la grosse ambition en termes de stretch goals, et en même temps c'est tant mieux, ça me permet de passer assez rapidement au prochain projet. Donc voilà pour Mosaic, très joli succès là encore, même si ça fera un tout petit peu moins que leur première campagne malgré tout, ils auront quand même fait parler la poudre. Présenté le 30 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Tanto Cuore Memento Mori, donc la nouvelle version, disons la nouvelle variante de Tanto Cuore, ce jeu de deck building avec des petites soubrettes japonaises, mais également cette fois-ci aussi avec des majordomes, c'est un petit peu plus inclusif. Bah bon, ça reste très japonisant bien évidemment, mais quand même, il y a un petit peu plus de diversité dans le jeu, hein. Même si ça reste un jeu de deck building, il y a quand même aussi de nouveaux mécanismes apparemment qui viennent s'intégrer au jeu, qui n'étaient pas présents jusqu'à présent dans les différents épisodes qu'on avait vu sortir préalablement, donc c'est quand même un petit ajout aussi en termes de gameplay. Reste que c'est un jeu qui est pas forcément facile à sortir dans un café-jeu si on veut conserver un petit peu la face. Voilà, c'est un petit peu embarrassant de sortir un jeu avec des soubrettes dans tous les sens, hein, faut bien l'avouer. Voilà, donc c'est pas un jeu qui m'intéresse outre mesure, d'autant plus que le deck building comme quasi seul mécanique, c'est pas forcément le truc qui m'attire le plus. J'aime bien le deck building quand c'est partie prenante d'un jeu au sein d'autres mécanismes, mais quand c'est le seul, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Mais bon, encore une fois, une campagne qui dépasse les 1000 contributeurs, et plus précisément 1200 à ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, 58 heures avant la fin de la campagne, et 130 000 € d'engagés, donc quand même un très beau succès pour Tanto Cuore, malheureusement pas disponible en version francophone. Et ben voilà, on y arrive à des campagnes qui font des scores beaucoup plus modestes. On commence avec Kitsunedo pour le coup, qui est peut-être même le doyen de cette vidéo, puisqu'il a été présenté le 9 octobre dernier dans le menu crowdfunding. Kitsunedo fait un résultat modeste certes, mais un bon résultat malgré tout, puisque vous le voyez, c'est le premier projet de Ukiyo, un nouvel éditeur australien, même si son nom ne l'indique pas, on pourrait penser à un truc très japonisant. D'ailleurs le jeu l'est également, le nom également, hein, Kitsunedo, pour 2 à 5 joueurs, 15 à 35 minutes, donc un jeu relativement court, assez accessible également, et puis avec également une direction artistique qui fait un petit peu penser à Ghibli, et c'est d'ailleurs carrément assumé, ils le disent un peu plus haut quelque part dans ce qu'on l'a inspiré par les illustrations, par la direction artistique du studio Ghibli, à qui l'on doit notamment Mon voisin Totoro, etc. Plein d'autres films excellents, Nausicaa, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore, Le château dans le ciel, etc. Je suis un gros fan de certains films de Ghibli, pas tous malgré tout. Le tombeau de Luciole est également magnifique d'ailleurs, mais très triste, attention vous allez chialer, donc préparez les mouchoirs. Quoi qu'il en soit, pour Kitsunedo, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, il me semble qu'il n'y avait pas grand chose non plus à se mettre sous la dent en termes de stretch goals, voilà, rien du tout, donc ce sera rapide, on passe directement à, si, il y avait des stretch goals, excusez-moi, j'ai dit une connerie, il y aura apparemment une nouvelle extension qui permet de jouer jusqu'à 6 joueurs et non plus jusqu'à 5 seulement, donc un petit peu plus de amplitude en termes de nombre de joueurs, et puis également un nouveau personnage qui sera jouable également, peut-être celui-ci, je ne sais pas. Et c'est à peu près tout, c'est le seul stretch goal pour l'instant dévoilé à 25 000 €, 470 contributeurs, 60 heures avant la fin de la campagne. Rendez-vous dans le menu crowdfunding du 9 octobre dernier pour en apprendre plus sur Kitsunedo pour ceux qui l'auraient manqué. Le retour du Eric Cantona obèse. Ah oui, quand il y a une blague qui fait rire quelqu'un dans les commentaires, je l'utilise jusqu'à la moelle, hein, pas de problème. On continue ici avec Builders of Blankenburg 2nd Edition, qui pour l'instant continue de faire un four, mais au moins c'est financé. 68 contributeurs. Mais c'est financé, oui, vous aurez bien compris, je ne mens pas, hein, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. 4356 contributeurs, mais non, ça aurait été beaucoup trop beau, 4356 € d'engrangés sur 4000 nécessaires, donc c'est financé avec
68 contributeurs. Je sais pas comment ils vont rentrer dans leurs frais, mais bon, apparemment ils vont le faire quand même. Pour 2 à 6 joueurs, 80 units, c'est assez moche, hein, c'est à l'allemande, mais très très classique à l'allemande, hein, on est dans les années 90-80, hein, on fait un petit bond dans le temps, hein. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, parce que voilà, c'est moche, je me suis pas intéressé au projet, c'est peut-être très très bon, je sais pas, là-dessus je ne pourrais pas vous le dire, c'est peut-être très très bon en termes de gameplay, mais ça m'attire tellement pas que j'ai vite envie de passer au projet suivant, d'autant plus qu'il n'y a pas de stretch goal, donc je peux y aller assez rapidement. Voilà pour Builders of Blankenburg. Si vous êtes vraiment passionné par le projet, il vous restera, lorsque vous verrez cette vidéo, un peu moins de 48 heures. On repart sur un joli résultat, d'autant plus que celui-ci, il faut le souligner, c'est sur BackerKit. BackerKit qui n'a pas un pouvoir de traction aussi conséquent que Kickstarter ou même GameFound d'ailleurs, et donc 1150 contributeurs, c'est plutôt pas mal pour AGNC. Le jeu est financé avec 40 000 $ pour l'instant. Il avait été présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier si je ne m'abuse, et reste 62 heures, donc environ 48-45 heures environ, avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. Le jeu est l'œuvre de Asmodee Games, que vous connaissez notamment peut-être pour Innovation, qui était un très très bon jeu, dont il reprend d'ailleurs une partie des mécanismes, et ça a l'air d'être assez sympa, même si c'est encore une fois esthétiquement en termes de cartes véritablement à jouer, parce que la direction artistique de dos des cartes ou de la boîte est plutôt jolie, c'est plutôt très sympa. Ça fait un petit peu penser à Hercule, l'œuvre de Disney, l'adaptation de l'histoire de Hercule par Disney, sauf que les cartes jouées, elles, sont beaucoup plus sobres, un petit peu comme dans Innovation, mais quand même plus jolies, en tout cas plus jolies que la première édition de Innovation, qui était assez vilaine, mais très très bonne malgré tout. Ensuite, pour ce qui est des stretch goals, est-ce qu'il y en avait? Il n'y en avait pas apparemment, donc on va passer très très rapidement au prochain projet, mais quand même, si vous avez un petit peu de temps, penchez-vous sur AGNC, c'est un projet qui a l'air assez intéressant, et qui se base en partie sur des mécanismes qui avaient fait leur preuve dans Innovation, un jeu assez méconnu et assez sous-estimé dans nos contrées, qui pourtant était malgré tout très très sympa et assez original en termes de propositions ludiques. On va pour AGNC, 1150 contributeurs, 40 000 $ d'engrangés à 62 heures de la fin de la campagne. Et on repart avec un jeu qui encore une fois fait un très beau résultat, ils sont très nombreux cette semaine. Il s'agit ici de Destiny's Witchwood, nouvelle extension plus réimpression du jeu de base pour Destiny's, le jeu création originale de Lucky Duck Games. Encore une fois, c'est de la mécanique de précision, 4865 backers, c'est un très bon résultat. Je ne sais plus combien avait fait Destiny's premier du nom sur Kickstarter, puisque du coup je suis sur GameFound, ils ont fait le switch, le déménagement. Du coup j'ai la flemme d'aller chercher sur Kickstarter, mais c'était assez correct aussi. Je pense que c'était un petit peu plus peut-être que sur GameFound actuellement, mais il faudra vérifier. Il reste 3 jours avant la fin de la campagne, pour l'instant ils ont accumulé 475 000 €, c'est assez énorme. Destiny's qui vient donc s'enrichir de cette nouvelle extension qui proposera encore plus d'aventures, encore plus de miniatures, et puis encore plus de codes QR à aller scanner bien évidemment. Ça ne plaira pas à tout le monde, je sais que moi les codes QR c'est un petit peu un tue-l'amour en termes d'immersion, mais bon, que voulez-vous, au moins certaines personnes ne se formalisent pas justement de cette chose-là, et il paraît que le jeu est très bon, donc après tout, tant mieux pour eux si ça ne les repousse pas. Pour ce qui est des stretch goals, y en avait-il? Apparemment ici, de ce que je peux en voir, non. Donc du coup, on va encore une fois pouvoir passer assez rapidement à la suite, ce qui m'étonne. Je pensais qu'il y aurait des stretch goals pour celui-ci. Quand j'ai checké tout à l'heure, j'étais persuadé d'en avoir vu un, mais finalement, apparemment, je me trompais, je me mettais un petit peu le dos dans l'œil jusqu'au genou. Mais bon, c'est pas plus mal. Du coup, c'est tout pour Destiny's avec cette nouvelle extension plus réimpression, extension qui s'appelle donc Witchwood. 476 000 € d'engrangés, 4865 contributeurs, on devrait certainement atteindre les 5000 sans trop de problèmes, voire même 5500 si on est un petit peu optimiste. Je ponctuais mon intervention sur Destiny's par le mot optimisme, optimisme qui est de moins en moins à l'ordre du jour quand on parle de Game Brewer qui fait des campagnes assez moyennes ces derniers temps. Pourtant avec Delta ici, j'avais bon espoir de voir Game Brewer retrouver un petit peu le sommet, peut-être pas les sommets, ils ont jamais fait des scores extraordinaires, mais ils ont fait des très beaux scores malgré tout. Et bah malgré tout, ça s'est pas confirmé avec Delta, ils sont pas revenus. 636 contributeurs, c'est pas ridicule. Le jeu est disponible en français, il a une très très belle direction artistique. Visuellement, ça présente bien, ça a l'air sympa, comme souvent avec Game Brewer. Reste que souvent ça pond des jeux qui ne laissent pas forcément des souvenirs impérissables. Et il y a eu quelques petits soucis de qualité, de matériel, si j'en ai bien compris les propos que m'ont pu en tenir Crash Test Meeple notamment. Nix peut-être on en avait parlé aussi, je ne sais plus. Je sais plus, j'ai pas envie de lui prêter des mots qui ne sont pas les siens, mais quoi qu'il en soit, Delta avait été présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur le jeu. Très belle direction artistique, les retours de vidéastes sont évidemment toujours très bons, mais bon, c'est toujours le cas sur Kickstarter, faut pas se leurrer non plus.
Je sais pas ce qui ça vient apporter vraiment de plus à ce style de jeu. On en avait parlé de toute façon lors de sa présentation le 23 octobre. Vous m'en direz des nouvelles de votre côté. Reste que ils restent fidèles eux-mêmes à leur proposition habituelle ces derniers temps, à savoir une Deluxe version, une Deluxe All-in version et puis une Standard version qui n'est pas disponible sur Kickstarter. Donc un jeu de base pas disponible sur Kickstarter. Il y a seulement des versions un petit peu deluxifiées. Et ça peut se comprendre, ça pour le coup c'est pas forcément une mauvaise proposition, puisque de toute façon si vous voulez la version de base, autant attendre la boutique, ça coûtera moins cher parce qu'il n'aurait pas de frais de port, et potentiellement le MSRP, donc le prix conseillé en boutique, sera un petit peu moins cher que ce qui est affiché véritablement ici. Donc c'est vrai que proposer directement une Deluxe, c'est peut-être plus intéressant au final, mais pour Game Brewer ces derniers temps, décidément, ça marche pas des masses, malgré ici le retour sur Kickstarter après un petit détour sur GameFound qui n'était pas non plus couronné de succès. Alors, y avait-il des stretch goals pour Delta quand même beau matos, hein, quand même, il faut bien le signaler, c'est assez joli sur la table, hein, c'est assez classe. Ne serait-ce que pour ça, j'aimerais bien le tester un jour, je sais pas si ça me plairait, mais ça pourrait au moins faire l'objet d'un test, au moins. D'autant plus que je n'ai jamais encore testé de jeu de Game Brewer, donc ce serait l'occasion. Et ma foi, c'est après tout, pas de stretch goals visiblement pour Delta, donc vous me direz ce que vous en pensez, ça reste assez étonnant de voir le jeu faire un résultat finalement assez mitigé. 636 contributeurs, 3 jours avant la fin de la campagne, on ira certainement chercher les 750-800 malgré tout, et peut-être 60 000 € d'engrangés d'ici la fin de la campagne. Présenté dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier, Life of the Amazonia, le petit successeur de Wild Serengeti, fait un résultat un petit peu mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Wild Serengeti avait fait quand même près de 5000 si je me souviens bien, donc du coup 1635 actuellement, c'est pas la folie. C'est à 5000 contributeurs pour Wild Serengeti. Bon, ce sera quand même un beau résultat malgré tout, ce sera pas mal du tout, hein, mais quand même, je doute qu'on aille plus loin que 1850-1900 d'ici la fin de la campagne. Je pense que Amazonia, enfin Life of Amazonia, aurait pu faire plus que ça. En plus, encore une fois, de direction artistique plutôt charmante, même si je préférais visuellement quand même ce que proposait Wild Serengeti pour le coup. Le plateau était, je trouve, plus séduisant visuellement que les différentes tuiles avec des hexagones à l'intérieur, même si ça a son charme et que ça propose une certaine rejouabilité un petit peu différente que le plateau double face que proposait Wild Serengeti. Même si, en termes de comparaison de gameplay, il y a des trucs à faire, c'est vrai, entre les deux, mais quand même, c'est un jeu relativement différent de Wild Serengeti. Pour les stretch goals, on a un nouveau Aigle Harpy qui vient s'ajouter au roster, si je puis dire, qui sera aussi une exclusivité Kickstarter. Ensuite, on a aussi 4 nouvelles cartes d'insectes qui viennent rejoindre le jeu. On a aussi un capybara qui vient rejoindre le jeu. Ensuite, on a aussi des tokens en bois pour les scoring de fin de partie qui viennent s'ajouter aussi. Ensuite, on a aussi un deck de cartes additionnelles pour les cartes de base, en fait, qui sont déjà présentes dans le jeu d'origine, mais donc vous aurez des copies supplémentaires du coup. Ensuite, à 95 000, on aura aussi des petits meeples de piranha. Je déteste ces trucs-là, ça me fait flipper comme pas possible, alors qu'en fait, apparemment, ça tue très peu d'humains en réalité. Ensuite, 100 000 $, on a débloqué aussi de nouveaux artworks pour certaines cartes. Par exemple, ici, on voit que le jaguar a 2 illustrations différentes. Est-ce que ce sera 2 cartes différentes? Ça, par contre, je ne le sais pas, mais on peut le penser. Ensuite, on a aussi ajouté un tapir. Bref, vous voyez un petit peu le genre. On ajoute un nouvel animal, puis également parfois des petits ajouts en termes d'artwork, notamment des petites modifications par-ci par-là. Mais en gros, nouvel animal, nouveau matériel, nouvel animal, nouveau matériel, etc., etc. On aura certainement encore 2-3 stretch goals d'ici la fin de la campagne pour Life of the Amazonia. Pour rappel, ceux qui auraient raté la présentation du jeu, c'était dans le menu crowdfunding du 16 octobre dernier. Voilà pour Life of the Amazonia, 1635 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci, pour le coup, n'avait pas été présenté dans le menu crowdfunding, mais dans le suivi du menu crowdfunding de la semaine dernière. Il s'agit de Cubed Next Level Dominoes. Donc oui, c'est très beau, c'est hyper classe, c'est hyper deluxifié, mais au final, c'est un jeu de domino. Donc voilà, est-ce que vous avez envie de backer un jeu de domino bien surproduit, mais très très élégant, très très classe, mais un jeu de domino malgré tout, pour du coup 56, 64 €, ça dépend du niveau de pledge que vous choisissez. À vous de voir, ça reste un jeu de domino, un petit peu différent, certes, parce que vous voyez que c'est des cubes ici, en 3D, avec un matériel vraiment vraiment très très classe, il faut bien l'avouer, ça donnerait presque envie de jouer au domino, alors qu'à l'origine, c'est pas tellement un truc qui m'attire outre mesure, ça me met pas la tulipe à 45 degrés, mais celui-ci pourrait presque le faire, mais quand même, je vais me contrôler, parce que ça reste au final un jeu de domino, donc pas hyper intéressant selon moi, mais c'est un super résultat, hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, 5000 contributeurs, 340 000 € d'engrangés pour un jeu de domino, c'est beau, c'est de la science à ce niveau-là.
Hein. C'est même plus la science, ils envoient le jeu sur la Lune, hein, tellement c'est beau. Les stretch goals, on a ajouté un petit sac pour contenir, je crois, l'essentiel des cubes, ouais c'est ça. Ensuite, à 74 000, on a aussi débloqué des reposes cubes, du coup, pour les stacker avant de pouvoir les jouer, j'imagine. Et ensuite, à 128 000, on a aussi débloqué une boîte avec fermeture magnétique, ça quand même c'est très très classe, ça ajoute encore un petit peu en termes de deluxification, mais ça sert pas à grand chose. Et puis, ma foi, c'est tout. On a les autres qui sont encore... Ah non, excusez-moi, c'est pas tout du tout. On a aussi une boîte qui sera embossed, donc on aura une sorte de petit relief sur la boîte avec les petites lignes que vous voyez ici notamment. Donc ça, c'est plutôt très sympa, c'est plutôt joli, même si là, encore une fois, en termes de gameplay, aucun intérêt. Ensuite, 375 000 sur le sac, il y aura une petite sérigraphie pour aller, donner un petit peu de personnalité, d'unicité à ce jeu. Ensuite, 500 000, on a aussi un petit foil holographique sur la boîte, donc le petit effet de foil, donc de surbrillance sur certains éléments de la boîte, donc ça aussi très très joli, très beau en termes de deluxification, mais aucun intérêt en termes de gameplay bien évidemment. Et je crois que cette fois-ci, on a fait le tour pour les stretch goals disponibles à l'heure actuelle, d'autant plus que le 6ème que je viens de mentionner n'est pas encore débloqué. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Cubed, qui reste, malgré tout, je vous le répète encore une fois, avant que vous ne preniez une décision un petit peu hâtive, qui reste un jeu de domino. Avec 5000 contributeurs. Quand même. On arrive enfin sur un jeu dont le projet n'est pas encore financé, c'est le premier de la vidéo je crois, c'est assez rare de tenir comme ça 20-25 minutes sans un seul projet pas encore financé, c'est déjà le cas avec Black Mold, jeu que j'avais présenté dans le suivi et non pas dans le menu crowdfunding, je l'avais raté, voilà, je crois que c'est la semaine dernière que j'en ai parlé dans le suivi du menu crowdfunding, un jeu de dungeon crawler immersif en coopération jusqu'à un certain point où ça virera assez rapidement de le chacun pour sa peau, et qui a une spécificité assez intéressante, mais un peu dangereuse aussi, c'est que le gameplay est centré sur un mécanisme qui, en fait, vous permet de jouer votre tour aussi longtemps que vous le pouvez, la seule condition étant de retenir son souffle. Donc si vous êtes capable de retenir votre souffle 1 minute, vous jouez 1 minute. Si vous n'avez aucune compétence d'apnée et que vous tenez 10 secondes, personne ne tient 10 secondes en apnée évidemment, eh bien vous jouerez 10 secondes. Donc si vous êtes asthmatique, clairement c'est pas un jeu pour vous, et je suis... pas persuadé, mais je pense et j'ai peur que Black Mold, en y jouant, il y a des gens qui clament ou qui se retrouvent à l'hôpital à minima. Donc prenez ça avec des pincettes, attention, si vous backez Black Mold, soyez en bonne santé, préparez-vous un petit peu à l'avance, mais sur le principe, sur le papier, c'est pas inintéressant et c'est assez unique. Voilà pour Black Mold, pas encore financé pour l'instant, ça devrait pouvoir se faire d'ici les 3 derniers jours de campagne, 310 contributeurs pour l'instant. J'en parlais il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier, Alhambra The Red Palace, donc une nouvelle version, une nouvelle variante de Alhambra, donc ce Red Palace, le palais rouge, qui pour l'instant a attiré 450 contributeurs 3 jours avant la fin de la campagne extrêmement courte puisque j'ai présenté il y a 3 jours à peine et il reste déjà que 3 jours. C'est un petit peu ridicule. 42 000 € d'engrangés pour l'instant, donc le jeu est largement financé, ce qui est assez commun avec Queen Games et ses 98 campagnes annuelles, des niveaux de financement assez ridicules et assez irréalistes. Mais bon, en tout cas, le projet est financé. Pour ce qui du reste, si vous connaissez Alhambra, vous vous y retrouverez. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport au jeu d'origine, et c'est disponible en version francophone, je le rappelle à nouveau. Pour ce qui est des stretch goals en si peu de temps, ça m'étonne qu'ils en aient ajouté, et a priori, j'ai envie de dire non. D'autant plus que c'est une compilation un petit peu de tout ce qui est sorti précédemment sur Alhambra, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de stretch goal complémentaire. Voilà pour Alhambra, The Red Palace. Présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Tesseract, un jeu de coopération assez intéressant qui m'avait pas mal plu lors de sa sortie, et je trouve que c'est un projet vraiment charmant, qui a vraiment une personnalité assez unique. Pour l'instant, il a attiré 1136 contributeurs avec 70 000 €, ils auraient quand même pu arrondir à 1 € près, 3 jours avant la fin de sa campagne, donc plutôt un bon résultat pour Kurt Covert et, c'était Wismerk & Dagger, donc l'éditeur américain si je ne me trompe pas, avec un joli projet coopératif avec une direction artistique vraiment assez unique, assez reconnaissable, pour un 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties relativement courtes d'environ 1 heure, avec un gros cube qui en fait, incarne une sorte d'artefact extraterrestre que vous aurez à cœur de désamorcer avant qu'il n'explose et fasse imploser par là même notre chère planète bien-aimée. Donc voilà, un jeu qui a l'air assez intéressant, assez sympatoche dans ses mécanismes également, visuellement ça présente bien également, il y a même des dés en métal pour ceux qui voudraient dépenser un max de thunes
pour un jeu qui peut-être le mérite pas autant, hein, parce que les dés de métal ça coûte quand même très très cher, mais c'est vrai que ça présente quand même vraiment bien, il faut bien l'avouer. Ensuite, en termes de stretch goals, excusez-moi pour le petit bafouillage, mais en même temps vous êtes un petit peu coutumier du fait, je pense. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je bafouille parfois, je parle trop vite de manière générale. Quoi qu'il en soit, donc on aura de nouveaux personnages, ici par exemple le Field Researcher qui est venu s'ajouter au personnage dès à présent, j'ai mélangé le J et le S, déjà présent. Sachez par ailleurs que chacun des personnages que vous pourrez contrôler, bien que collaboratifs, ont chacun des compétences propres, donc une légère asymétrie dans ce jeu coopératif qui est assez intéressant. Ensuite, on a aussi plein de nouvelles cartes qui vous permettront d'aller manipuler les dés. Ensuite, encore un Computer Programmer, donc nouveau personnage, et vous avez un petit peu compris le modèle que suit cette campagne en termes de stretch goals, nouveaux personnages, nouveau type de cartes, nouveaux personnages, etc., etc. On a aussi ici un nouveau petit plateau qui vient s'ajouter aussi. Est-ce que ça vient rajouter en plus du gameplay ou est-ce que ça vient juste améliorer le visuel? Ça par contre j'ai pas checké suffisamment en profondeur. Même chose pour le plateau qui vient recueillir les dés que vous pourrez désamorcer au fur et à mesure, sauf que celui-ci est prévu pour les dés en métal et non plus pour les dés normaux. Et encore une fois, on repart sur le truc habituel des nouvelles cartes, plus nouvelles professions, plus nouvelles cartes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Tesseract, 1136 contributeurs sur la campagne, à 3 jours de la fin de la campagne d'ailleurs, et pour rappel, c'était présenté le 30 octobre dernier, pour ceux qui voudraient s'y intéresser, se pencher un petit peu sur son sujet. Je pense que c'est un projet qui le mérite, même si, malheureusement, pour l'instant en tout cas, pas de version francophone à se mettre sous la dent. On fait un petit bond dans le temps, vous le verrez, hein, on passe de 3 jours avant la fin de la campagne à 6 jours avant la fin de la campagne d'un seul coup, d'un seul. Il s'agit ici de Vendel to Viking, lui aussi présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier. Pour l'instant, vous le voyez, on est sur un résultat très modeste, peut-être même l'un des plus modestes de cette début de vidéo. 217 contributeurs, 15 000 euros d'engrangés, c'est financé pourtant, hein, donc quand même c'est financé, pas de souci à se faire là-dessus a priori. C'est un projet qui nous vient de Suède et de Stockholm avec Ion Games Design, que vous connaissez peut-être notamment pour PAX Viking, si je me souviens bien. Mais également Fluffy Frontier qui avait fait un gros bid lors de sa sortie en début d'année, si je me souviens bien. C'était en juin dernier, le temps passe vite. Ensuite, on a aussi Dawn of Titan qui avait fait un résultat assez confidentiel. Bref, c'était un éditeur qui fait pas des énormes scores, sauf pour Station Fall qui avait fait quand même 2700 contributeurs à l'époque. Donc Vendel to Viking va faire un résultat assez moyen, comme souvent pour cet éditeur, 217, mais c'est vrai qu'après le résultat assez conséquent de leur avant-dernière campagne, on aurait pu espérer un succès assez considérable, avec une fanbase un peu plus conséquente grâce à cet énorme succès. Et il n'en est rien. 217 contributeurs, c'est pas une foudre de guerre quand même, hein, même si on est dans le pays de Thor. Le jeu de mots n'était pas volontaire, mais je l'ai fait quand même. Et quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals durant cette campagne? Je ne crois pas m'en souvenir. Si on a eu, ça ne devait pas être en masse, puisqu'on a financé assez légèrement. Donc a priori, j'ai envie de dire que non, il n'y a pas de stretch goals. Et généralement, c'est là que la campagne me contredit, mais pour le coup, c'est pas le cas. Voilà pour Vendel to Viking, que je rappelle, avait été présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier. Autre jeu présenté dans le menu crowdfunding du 30 octobre dernier, Hikit, fait lui aussi un résultat assez décevant selon moi. Je pense que c'est un jeu qui aurait pu... je pensais honnêtement que c'est un jeu qui allait faire 1500, 2000 contributeurs assez aisément sur Kickstarter, et même pas 500. Donc assez décevant, il reste une semaine, on ira certainement chercher 600, 650, mais ça restera assez décevant. On a à peine financé cette semaine, c'était pas encore le cas la semaine dernière, cette fois c'est fait, avec 1000 euros de plus que le seuil de financement nécessaire, mais ça reste assez décevant pour ce jeu de trek dans les montagnes Appalaches, si je me souviens bien, oui c'est les montagnes Appalaches de Caroline du Nord, pour 1 à 4 joueurs, 30 à 100 minutes la partie, pour 13 ans et plus. Ça présentait plutôt pas mal, je trouvais le jeu relativement intéressant, relativement enthousiasmant on pourrait dire, mais ça n'a pas enthousiasmé plus que ça les backers sur Kickstarter. En même temps, on est sur une période extrêmement chargée, mais on a vu depuis le début de la vidéo que beaucoup de scores ont été vraiment considérables malgré cette période de surcharge quantitative. Donc bon, Hikit n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un projet qui est relativement intéressant malgré tout. Je sais que ça a intéressé un petit peu Xavier, mais on n'avait pas de frais de port disponible pour le Japon a priori, donc bon, on était un petit peu ignoré par les créateurs, malheureusement. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez pour Hikit. Y avait-il des backers français? Rien que par curiosité, oui, 8 contributeurs malgré tout, malgré l'absence de version francophone pour le jeu, en tout cas pour l'instant. Voilà pour Hikit.
Encore et toujours, menu crowdfunding du 30 octobre dernier pour la présentation de Cosmoctopus, projet qui nous vient de Paperfort Games, dont c'est le premier projet, donc primo porteur sur Kickstarter, et c'est déjà un très beau succès. En même temps, ça pouvait être prévisible, puisque vous le voyez ici, c'est l'œuvre de Henri Audubon, même si le nom est francophone, il ne l'est pas, c'est un américain qui a pondu Parks, donc gros succès en boutique et sur Kickstarter d'ailleurs également, qui était Parks, et d'ailleurs Audubon est assez actif puisqu'il va sortir une autre campagne assez rapidement chez un autre éditeur, qui est Pika Games, je crois, là encore primo porteur, d'ici quelques mois sur Kickstarter si je me souviens bien, donc ça aussi à suivre. D'ailleurs le projet en question m'intéresse beaucoup plus que Cosmoctopus, qui est déjà assez charmant, et qui je crois du coup, on m'a dit dans les commentaires la semaine dernière, bénéficie désormais d'une version francophone, je crois assurée par Lucky Duck Games, oui, je crois que c'est ça, d'autant plus qu'ici on a une mention d'un des boss de Lucky Duck Games qui en parle de manière très méliorative. Donc a priori ça devrait être Lucky Duck Games qui s'occupe de la version française, je crois, francophone du moins. Donc a priori ça devrait être le cas, mais en tout cas à vérifier de votre côté, hein, j'ai pas checké par moi-même, mais le jeu devrait avoir une version francophone. Pour ce qui est des stretch goals, on aura ici un fond d'écran, donc ça on s'en fout. On aura aussi le petit spot gloss sur la boîte, donc une espèce de surbrillance sur certains aspects de la boîte, certainement la grosse pieuvre ici, les mains, peut-être le titre du jeu également. Ensuite, on aura des petites upgrades de matériel, notamment en termes de boîte, encore une fois. Les tentacules, en termes de miniatures, seront un petit peu plus conséquentes, un peu plus grandes. Les ressources également sont un petit peu revues à la hausse. On aura aussi apparemment une boîte qui brille dans le noir, ça c'est quand même très sympa. Ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay, mais c'est vrai que ça a une petite originalité qui en fait une boîte qui ressort un petit peu du lot, et c'est plutôt sympa. Ensuite, encore des petites upgrades en termes de matériel, du coup 2 fois sur la même chose, c'est un petit peu moyen ça par contre, de faire 2 upgrades consécutifs sur le même truc, c'est un peu moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus que ça, ma foi? Encore une fois des ressources en bois un petit peu revues à la hausse en termes de diamètre. Bon, encore une fois, 2 fois la même chose. Bon, ok. Ça, je suis un peu moins fan. J'avoue que la répétition de upgrade sur le même matériel à plusieurs reprises, ça fait un petit peu stretch goals du pauvre quand même. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le reste n'est pas encore débloqué, donc du coup, on va pouvoir passer à la suite, hein, ma foi. Et ben c'est à peu près tout pour Cosmoctopus, donc à vérifier de votre côté pour la version francophone. A priori ça devrait être le cas si j'en crois les retours que j'ai pu avoir récemment. Quoi qu'il en soit, Cosmoctopus, joli premier projet pour Paperfort Games, avec 2000 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne. Et voici venir le mastodonte du menu crowdfunding du 23 octobre dernier. Il s'agit de Oathworn Into the Deepwood, seconde édition pour un jeu qui avait fait un énorme succès sur Kickstarter il y a de ça 2 ou 3 ans. Juste par curiosité, on va aller voir le score à l'époque. Ça avait fait 11 500 contributeurs pour un primo-éditeur à l'époque, hein, Shadowborn Games. Et la nouvelle édition du jeu, donc pour pouvoir enfin remettre la main sur un jeu qui s'était écoulé de toute façon, qui était complètement sold out, 17 700 contributeurs, donc le 9.3 sur BGG a fait parler du monde, et du coup ils se sont massés sur le projet, et c'est compréhensible, rares sont les projets qui atteignent un score supérieur à 9 sur BGG. Alors attention, sur BGG il y a pas mal de jeux qui ont plus de 9, mais en fait c'est qu'ils ont 3, 4, 5 votes, et donc personne vient nuancer un petit peu le propos, c'est la famille, le frère, le cousin, etc. qui mettent une note, et du coup ça fait des 9, mais c'est un jeu qui a je crois plus de 1000 notes, plus de 1000 évaluations sur BGG, et qui malgré tout dépasse 9.3 de moyenne, c'est incroyable. Si on fait un ratio nombre d'évaluations et notes moyennes, c'est peut-être le meilleur jeu de BGG en termes d'évaluation, tout compris. Donc il devrait être numéro 1 sur BGG en fait, carrément, à terme, si ça continue comme ça. Donc 18 000 contributeurs quasiment, 2 550 000 euros d'engrangés pour l'instant à 7 jours de la fin de la campagne. Pas de stretch goals, donc ça va aller assez rapidement, mais un matériel assez démesuré comme c'était le cas lors de la première campagne, bien évidemment, hein, c'est la même chose, même s'il y a quelques petits ajouts apparemment, si je me souviens bien, par-ci par-là. C'est des louanges dans tous les sens, de par tous les vidéastes, tous les blogueurs qui ont pu l'avoir sous la main. C'est un jeu qui fait vraiment l'unanimité, donc après, si vous êtes fan de ce genre de jeu, bien évidemment, hein, si vous n'êtes pas fan de dungeon crawler, de lone crawler, etc., ce sera vraisemblablement pas pour vous, mais si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, ça devrait théoriquement vous plaire vraiment sans trop d'hésitation, a priori.
à vérifier bien évidemment, sauf que la vérification peut coûter très cher, vous l'aurez peut-être vu, hein, on est sur du 250-300 € assez rapidement. Donc voilà pour Oathsworn, 17 700 contributeurs pour l'instant, 7 jours avant la fin de la campagne, donc c'est donc la dernière apparition sur le menu crowdfunding, on n'en reparlera plus, mais vous avez encore une semaine pour vous pencher sur son sujet, donc c'est largement assez de temps pour vous pencher sur son sujet, même si, malheureusement, pour l'instant, toujours pas de version francophone pour Oathsworn. Présenté le 30 octobre dernier dans le menu crowdfunding, The Queen's Dilemma, ou en français, le dilemme de la reine, et oui, c'est bien la suite en standalone du dilemme du roi. Donc vous n'aurez pas besoin d'avoir joué au dilemme du roi pour jouer au dilemme de la reine, mais en termes de continuité narrative, il serait quand même plus sympa d'avoir joué au dilemme du roi avant, d'autant plus que vous avez encore largement le temps de finir votre campagne sur le dilemme du roi avant de recevoir le dilemme de la reine, donc c'est l'occasion de s'y plonger, si je puis dire. 517 000 € d'engrangés, 3800 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne, on est sur un très beau résultat pour Horrible Guild, qui alterne les très beaux résultats et les très moyens résultats également. On avait eu notamment 1200 pour One More Quest, on avait eu 400 pour Soundbox, on avait eu 2000 pour Tiny Turbo Cars, on avait eu 5000 pour Dungeon Fighter, etc. Donc on a des très bons et des très moyens résultats en termes de contributeurs pour Horrible Guilds. Et juste par curiosité, à l'époque, peut-être qu'ils n'étaient pas passés par là. Non, ils n'étaient pas passés par Kickstarter pour le dilemme du roi, je pensais, mais en fait non. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, pour le dilemme de la reine, on est donc actuellement à 3808 contributeurs, donc très beau succès, d'autant plus que durant cette campagne, vous avez aussi l'occasion de mettre la main sur une version deluxifiée avec des pièces de métal, avec des tokens de métal également, des ressources en bois plutôt qu'en carton. C'est assez classe, mais par contre ça coûte beaucoup plus cher. Donc à vous de voir, sachant également que la version française, francophone, est disponible durant la campagne. À vous de voir donc pour le dilemme de la reine, il reste une semaine. Présenté le 23 octobre dernier dans le menu crowdfunding pour la 3e fois déjà, Canvas, oui 3e fois, jeu de base, extension, nouvelle extension, on en a donc parlé dans 3 menus crowdfunding différents de ce Canvas avec cette dernière extension, nouvelle en tout cas, je ne sais pas si c'est la dernière mais le titre le laisse penser, Finishing Touches, les petites touches de finition on va dire, qui pour l'instant a recueilli 535 000 € et près de 11 000 contributeurs à 7 jours de la fin de la campagne, là encore par curiosité malsaine, je vais aller checker combien avaient fait les 2 présentes campagnes pour Canvas qui s'est vraiment érigé en position de jeu incontournable ces derniers temps, en tout cas dans la sphère anglophone, parce qu'en français je crois qu'il n'est pas encore sorti, ou alors juste le jeu de base. Jeu de base 16 000 contributeurs, extension 15 600, donc quasiment la même chose, et là actuellement pour la 3e extension on est à 11 000, je pense que d'ici la fin de la campagne on ne devrait pas être très loin des 15 000. Peut-être pas autant que 15 000, mais on devrait pas être très loin. Donc Canvas, encore une fois, très beau succès. Un jeu extrêmement accessible, hein, vous le voyez sur BGG, un 1.68, c'est extrêmement accessible, très familial, même si ici marqué 14 ans et plus, mais c'est vraiment pas le cas. Et c'est un jeu qui a vraiment attiré beaucoup de louanges sur lui. C'est vrai que c'est un jeu assez original de par son concept de créer des tableaux abstraits avec des superpositions de cartes transparentes. Ne serait-ce que par l'aspect artistique, c'est vraiment magnifique. Même si au final, peut-être que les tableaux les plus jolis sont pas ceux qui vous rapporteront le plus de points, puisqu'il y a aussi un mécanisme de set collection en fonction des logos qui se trouvent sur les cartes, qui est assez intéressant, mais qui du coup peut vous mener à choisir des cartes pas forcément très jolies pour gagner des points. Quoi qu'il en soit, Canvas, y avait-il sur cette nouvelle extension des stretch goals? Je cherche en même temps, hein, parce que pour celui-ci je n'ai pas checké pour le coup. Il y avait quand même, je le rappelle, hein, je ne l'ai pas encore dit je crois, il y a 45 projets cette semaine dans le suivi du menu, donc j'essaie de passer assez rapidement. Alors pour les stretch goals, on a donc le linen finish, donc le maillage que vous voyez sur les cartes. Ensuite, l'épaisseur des cartons qui a été revue à la hausse pour les tokens, comme c'était le cas pour les 2 présentes campagnes d'ailleurs. L'intérieur de la boîte qui sera illustré, là encore une fois c'était un truc qu'on avait déjà précédemment vu dans les anciennes versions, donc le jeu de base plus les premières extensions. Ensuite, des nouveaux backgrounds, donc des nouveaux arrière-plans. Okay. Ensuite des sleeves supplémentaires, donc des protège-cartes supplémentaires pour vos plateaux, vos tableaux pardon. Et puis enfin du screen print sur les tokens 2 points. Donc ça aussi c'est plutôt bon à prendre en termes de deluxification. Et c'est à peu près tout pour Canvas. Vous me direz si vous avez cédé à tentation. J'avoue que moi, depuis la première campagne, j'ai envie de backer Canvas. Je ne l'ai pas fait. La deuxième, j'avais envie, je ne l'ai pas fait. La troisième, j'ai envie et je ne l'ai pas encore fait. C'est vrai qu'en termes de tarifs, c'est certainement le moment ou jamais de mettre la main dessus en fait, parce que je pourrais choper les 3 d'un seul coup avec une petite ristourne sur chacun des 3 et
un seul, comment dirais-je, un seul versement pour les frais de port, donc c'est intéressant. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui me retient et j'arrive pas à y aller, peut-être parce que après 2 extensions plus le jeu de base, bah finalement ça commence à faire assez cher pour un jeu qui au final est très 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 léger. Et j'ai toujours un petit peu cette, je sais pas, cette dissonance cognitive qui me dit, si c'est un jeu très très accessible, très très simple et très familial, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent. Alors que ça n'a pas forcément de lien direct, mais c'est comme ça. Voilà pour Canvas, Finishing Touches, 10 900 contributeurs 7 jours avant la fin de la campagne, 535 000 euros d'engrangés, et donc c'est la dernière apparition dans le suivi. Et ben voilà, on y arrive, première grosse tarte à la crème dans la tronche de la journée, il s'agit de Robot Roll & Write, un Roll & Write en print and play à 5 euros qui fait pas un financement, ça c'est quand même un petit peu la honte. C'est un projet qui nous vient de Marco Saloni, je sais pas pourquoi j'ai prononcé ça en anglophone, c'est italien, Marco Saloni, 61 contributeurs, 600 euros d'engrangés, pour un print and play à 5 euros, généralement c'est des succès quasiment garantis, et pour le coup, ben, ça s'est pas très bien mis pour lui. Donc on va pas passer plus de temps que ça pour celui-ci. De toute façon, il n'y a pas de stretch goals puisque le projet en l'état n'est pas financé. Voilà pour Robot Roll & Write. Et donc vous l'avez vu ici, avec 8 jours avant la fin de la campagne, on entre dans la catégorie des jeux auxquels il reste un petit peu plus d'une semaine avant la fin de la campagne, et du coup on les traite beaucoup plus en superficie, sans parler des stretch goals. C'est juste un petit rappel pour vous dire attention, ça aussi ça se termine bientôt, mais on en parlera une dernière fois la semaine prochaine de toute manière. On commence tout de suite avec Aqua Garden, nouvelle extension Beach Camping, pour 1 à 4 joueurs comme le jeu de base de toute façon, 211 000 euros d'engrangés, 2036 contributeurs pour l'instant, c'est un jeu que j'avais présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, et on est actuellement en cours de négociation avec 2-3 éditeurs francophones. Est-ce que ça aboutira pour autant? Rien n'est dit, mais pour l'instant, il y a des négociations, donc peut-être que d'ici la fin de la campagne, on peut croiser les doigts, mais ça me semble un peu short, mais bon, on verra, peut-être qu'on aura une version francophone à terme. Et sinon, peut-être qu'on vous fournira, comme on l'avait fait pour Atlas Lost récemment ou pour Ostia avant, une version francophone pour le jeu. On verra bien. Mais fan-made quoi. Voilà pour Beach Camping, on en reparle la semaine prochaine. Également présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, tout comme Aqua Garden vu précédemment, Hero or Villain se prend une grosse tarte derrière la nuque. 30 contributeurs, 1200 euros d'engrangés, on est loin du seuil de financement qui pourtant est pas si élevé que ça, à 8 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu de Battle Royale, c'était combien? C'était 2 à 5 joueurs, même s'il y a 2 joueurs, comme tout bon Battle Royale qui se respecte, c'est pas très intéressant, puisque le principe du Battle Royale c'est de tous se mettre sur la tronche pour n'avoir qu'un seul survivant à la fin, sauf que si vous êtes que 2 à l'origine, c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais en l'état, c'est pas un jeu qui est parti pour financer, même si ça reste encore faisable vu le seuil de financement assez faible. Présenté le 30 octobre dernier, Die of the Dead, qui vient s'accompagner de 2 nouvelles extensions, le Solo Expansion et puis la variante Ofrenda. 646 contributeurs à 8 jours de la fin de la campagne pour l'instant, 30 000 euros d'engrangés, le projet est financé, donc on en reparlera de toute façon la semaine prochaine, mais pour rappel, c'est un petit jeu 2D essentiellement, pour 1 à 5 joueurs, pour 45 minutes la partie, qui vient s'enrichir un peu plus avec ces 2 nouvelles extensions. Voilà pour The Die of the Dead. Présenté le 23 octobre dernier, là encore, Trench Club Legacy, un petit jeu de wargame qui vous place dans une première guerre mondiale qui peut avoir un petit aspect uchronique puisque vous pourrez changer le cours de l'histoire. 712 contributeurs pour l'instant, 86 000 euros d'engrangés 8 jours avant la fin de la campagne. Petit rappel également, la version francophone est disponible durant cette campagne. Ça reste un jeu de wargame assez classique, même s'il a l'air d'être très bien noté sur BGG, puisque c'est la 2e édition, si je ne me trompe pas, du jeu, pour 1 à 5 joueurs, qui peut se jouer en compétitif, en coop ou en solo, avec un jeu d'escarmouche pour sa version plus classique, ou jouable en campagne quasi Legacy, si l'on choisit de jouer en collaboration, si je ne me trompe pas. Et tout récemment, Nyx a proposé une vidéo en français pour ceux que ça intéresserait dans la communauté francophone adepte de ce type de jeu-là. C'est un jeu que j'aimerais bien tester un jour, d'ailleurs, comme tout bon wargame, parce que j'ai jamais pu tester pour l'instant de wargame. C'est pas un thème qui m'attire outre mesure, mais quand même, c'est une niche assez florissante quand même du monde du jeu de société. Florissante, c'est une niche qui existe depuis bien longtemps, mais qui retrouve, je trouve, une seconde jeunesse ces dernières années. Et du coup, j'aimerais bien tester par curiosité malgré tout, même si c'est pas un truc qui m'intéresse tellement au demeurant. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout, j'arrive pas à trouver la vidéo de Nyx, elle n'a peut-être pas été ajoutée à la page de la campagne, il me semblait pourtant.
Ah si, elle est là, voilà. Donc Nyx qui a proposé une nouvelle vidéo, mais au pire, pour ceux qui s'intéresseraient au projet, vous aviez déjà de toute façon la vidéo de Ludovox, mais également de Pug and Play. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Trench Club Legacy, donc qui vient s'enrichir justement d'un aspect Legacy qui, je crois, n'était pas disponible dans la version d'origine du jeu. Mais pour l'instant, on reste sur un résultat relativement modeste, avec 700 contributeurs. On en reparle de toute façon la semaine prochaine. Encore un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, il s'agit ici de Super Snipers, un jeu relativement abstrait, un peu à la façon de Tetris, mais sur lequel on a collé une thématique de sniper. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs, donc en pure confrontation, pour 20 à 30 minutes, avec un matériel assez sympa malgré tout, une thématique assez plaquée certes, mais pas inintéressante et plutôt efficace. C'est pas très cher qui plus est, donc bon, vous me direz si vous vous intéressez au projet. C'est un primo porteur, hein, donc Galen's Games de Galen McCown, qui nous vient des États-Unis, avec qui j'ai eu quelques petits contacts récemment parce que pour le boulot à côté. Pour l'instant pas de version francophone, mais ça pourrait venir en version francophone d'ici la fin de la campagne. C'est pas exclu qu'on ait une sorte de petite traduction faite à la volée comme ça pour la fin de la campagne, pour essayer de booster un petit peu les bacs en provenance de France. Voilà pour Super Snipers, on en reparle une dernière fois la semaine prochaine, on verra bien ce moment-là si une version française est débloquée ou non. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 6 novembre, Chicken, voilà, j'ai rien de plus à en dire, gros succès, assez étonnant pour ma part, qui nous vient de Keymaster Games, donc l'éditeur de Parks, qui nous propose un jeu extrêmement familial de Push Your Luck, donc de pousser votre chance, qui pour l'instant a recueilli quand même 3500 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 118 000 € d'engrangés. C'est vraiment pas pour moi, ne serait-ce que visuellement ça pique les yeux. Mais bon, ça a l'air d'attirer quand même pas mal de monde malgré tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, pour ma part, quand je vois Keymaster Games et Scott Holmes en termes de création, je m'attends quand même à autre chose que ce qui est proposé ici avec Chicken. Mais bon, il a trouvé son public malgré tout. Petit détour du côté de chez BackerKit avec un énorme succès pour Spirit Island et sa deuxième extension, Nature Incarnate, qui sur BackerKit a fait quand même près de 10 000 contributeurs. Sur BackerKit, c'est assez énorme, même sur Kickstarter c'est énorme, mais alors sur BackerKit c'est encore plus énorme, et près de 1 million de dollars d'engrangés pour l'instant. Bon, c'est un incontournable du jeu coopératif, ou même solo d'ailleurs, que j'ai ici, même si je n'y ai joué pour l'instant que 2 fois, c'est un petit peu la honte. Voilà, vous pouvez écrire bouh en commentaire, j'assume, mais je vais essayer de ressortir le jeu, peut-être d'ici la fin de l'année, je sais pas, on verra bien, mais j'ai très envie de le ressortir parce que c'est un jeu qui vraiment est une référence en la matière. J'avais beaucoup apprécié mes 2-3 expériences sur le jeu, mais juste, il est quand même assez casse-tête et il y a beaucoup d'asymétrie, donc il n'est pas forcément très facile à sortir, faut être motivé, faut avoir plein d'énergie et être bien reposé. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez pour Spirit Island avec Nature Incarnate. La version française n'est pas disponible durant la campagne de BackerKit, mais elle viendra à terme. Je crois, si c'est toujours la même chose que pour le jeu de base, que c'était Légion. Non, c'était Intrafin, pardon, Intrafin qui s'occupe de la VF. Je pense que ce sera certainement la même chose pour cette extension. Voilà pour Spirit Island avec cette nouvelle extension Nature Incarnate. Présenté le 23 octobre dernier pour le plus grand plaisir de notre célèbre commentateur Anthony, si tu nous regardes, bien évidemment que tu nous regardes, Trickshot, nouvelle édition pour ce jeu de hockey sur glace avec des miniatures pré-peintes du plus bel EFA, non pas du tout, du plus bel effet, je sais pas pourquoi je dis ça, 2700 contributeurs pour l'instant sur GameFound, avec 230 000 € d'engrangés 9 jours avant la fin de la campagne, alors que je me fais encore rire tout seul de ce mot EFA que j'ai prononcé tout à l'heure, qui ne veut rien dire bien évidemment, du plus bel effet, voilà, mais encore une fois, je me mélange les pinceaux. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, c'est pour 2 à 4 joueurs, mais je pense que c'est encore mieux à 2 qu'à 4 véritablement, hein, donc à 2 en 1 contre 1, comme tout bon jeu de sport qui se respecte, pour des parties d'environ 40 minutes, 14 ans et plus, donc pour cette version un petit peu améliorée et revue de Trickshot, qui était déjà un jeu qui a été une très 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 bonne note sur BGG, je crois que c'était à plus de 8 sur BGG à l'époque, 8.0, donc voilà, c'est à 8.0, et certainement que cette nouvelle édition devrait lui apporter des petits décimales supplémentaires pour aller chercher 8.2, 8.3 peut-être, lorsque le jeu atteindra les backers. J'adorerais vraiment le tester, de préférence avec Anto un de ces jours quand tu viendras au Japon, mais de là à aller le backer dans la période qu'on traverse, avec beaucoup de projets très intéressants, j'en serais pas, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Voilà pour Trickshot, on en reparle la semaine prochaine.
Également présenté le 23 octobre dernier, il y avait Just Run, un petit jeu d'horreur, de semi-coop et de trahison dans tous les sens, avec une direction artistique pas fantasmagorique pour dessous, et qui pour l'instant n'est pas financé, 8 000 € sur 17 000 nécessaires, on est à 106 contributeurs, ça va être un petit peu compliqué, à mon avis, d'aller financer. Encore et toujours le 23 octobre dernier dans le menu crowdfunding pour Twinkle Starship et Planet Etuk, 347 contributeurs, celui-ci est financé, 18 000 € d'engrangés environ pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne pour ce double projet japonais, donc 2 jeux pour une seule campagne. Bon, il reste 10 jours, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un jeu japonais, pas de version francophone pour l'instant en tout cas, ça pourrait venir parce que généralement cet éditeur japonais propose souvent des traductions en version francophone. Bon, vous voyez en plus, il n'y a pas de texte sur les cartes, donc ça reste assez facilement jouable si tant est que l'on comprenne les règles. Donc voilà pour ces deux petits jeux japonais, je vous renvoie donc vers le menu crowdfunding du 23 octobre dernier, on en reparle de toute façon la semaine prochaine. Toujours et encore le 23 octobre dernier, j'avais présenté le jeu de rôle des Monty Python. 40 ans après, 50 ans après, ça fait quand même un bail que les Monty Python sont séparés, mais ils sont toujours une référence de l'humour anglais, et du coup on nous pond ici un jeu de rôle dans l'univers des Monty Python, intitulé Co-Curricular Medieval Reenactment Program. Donc on n'est pas très comment dirais-je, connaisseur en matière de RPG sur la chaîne, mais bon, celui-ci je me devais de le mentionner, ne serait-ce que par justement la présence de Monty Python dans le titre, quand même. 12 000 contributeurs et 1 500 000 € d'engrangés, pas de version malheureusement francophone à se mettre sous la dent pour l'instant, et c'est bien dommage parce que ça le mériterait, d'autant plus que les Monty Python ont quand même une solide fanbase en France également. Présenté le 30 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Hidden Leaders qui vient s'accompagner donc d'une nouvelle extension intitulée Forgotten Legends. Pour l'instant on est assez loin du nombre de contributions de la première campagne pour le jeu de base. Pourtant on est encore sur un jeu avec pas mal de langues déjà débloquées durant la campagne, y compris le français. Il reste 10 jours, donc on va quand même aller chercher certainement pas loin de 5000 contributeurs à mon avis, mais quand même, quand on se réfère à la première campagne de Hidden Leaders, qui avait fait plus de 10 000, si je me souviens bien, 12 000 contributeurs à l'époque, c'est quand même une semi-déception. Donc vous me direz ce que vous en pensez, pour ceux qui auraient déjà testé le jeu éventuellement, le jeu de base bien évidemment, ce que vous en pensez. Pour ma part, c'est pas le cas, mais je serais curieux de le faire malgré tout. Donc 3 nouveaux modules pour Forgotten Legends, on en reparle de toute façon la semaine prochaine. Tout à l'heure, on avait parlé de Kitsunedao qui était assez largement inspiré de Ghibli et de son univers artistique. Eh bien, on pourrait dire un petit peu la même chose pour Hitodama, qui lui a été présenté dans le menu crowdfunding du 23 octobre dernier. Là encore, vraiment une patte Ghibli dans la direction artistique, assez charmante. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs si je me souviens bien, je vais essayer de récupérer un petit peu ça, oui 2 à 4 joueurs, 90 minutes la partie, 10 ans et plus, c'est relativement accessible et familial, même si bon il y a quand même une durée assez conséquente, donc on peut pas non plus jouer avec des enfants de 8 ans qui n'auront pas forcément le seuil de concentration nécessaire pour finir une partie. Pour 534 contributeurs à l'heure actuelle, 34 000 € d'engrangés approximativement, 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparle la semaine prochaine, mais très joli projet, visuellement parlant en tout cas. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 6 novembre dernier, vous étiez nombreux à l'avoir vu d'ailleurs, Slay the Spire qui vient proposer sa version jeu de plateau de la célèbre licence de jeux vidéo qui elle-même à l'origine était très inspirée par les jeux de deck building roguelite. Du coup, la boucle est bouclée, un jeu vidéo basé sur des mécanismes de jeu de société qui finalement devient un jeu de société, c'est beau. Et le résultat n'en est pas moins beau non plus d'ailleurs, 18 700 contributeurs pour l'instant. C'est de la science là, ils ont fait parler la poudre méchamment, on est sur une belle petite bouteille de rosé, voyez-vous, avec quelques petites cacahuètes, quelques petites olives comme ça à l'apéro, c'est un super résultat, Slay the Spire, c'est de la science. 2 548 000 € d'engrangés pour l'instant, c'est beau. 10 jours avant la fin de la campagne, et ce qui est encore plus beau, c'est que la version francophone est déjà disponible durant la campagne. Merci Matago, si je me souviens bien. Donc pour 1 à 4 joueurs, 90 minutes, 14 ans et plus, c'est assez intéressant de voir comment ils vont implémenter l'aspect coopératif du jeu, qui à l'origine est purement un solo pour sa version jeu vidéo. Donc vous me direz ce que vous en pensez pour Slay the Spire, par exemple j'ai un peu fourché pour le coup. Est-ce que vous faites partie de ces 18 703 backers pour l'instant? D'ailleurs combien de backers français pour l'instant? 807 backers français, c'est rare que je puisse dire un chiffre aussi conséquent sur une campagne Kickstarter. 255 au Japon également, alors qu'il n'y a pas de version japonaise pour l'instant, c'est assez fort. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Slay the Spire, on en reparle la semaine prochaine.
Également présenté il y a 3 jours à peine, donc le 6 novembre dernier dans le menu crowdfunding, l'extension GoPax's Secret pour Role Players Adventures, Role Player, il n'y a pas de S, Role Player Adventures, 3026 contributeurs pour l'instant, 10 jours avant la fin de la campagne, 223 000 euros d'engrangés approximativement, très beau résultat, même si ce sera certainement moins que le jeu de base, qui avait fait un succès assez considérable, si je me souviens bien. On va juste par curiosité aller voir ça, 5900, c'était assez considérable pour ce type de jeu-là, assez narratif, avec des campagnes au long cours. On devrait aller chercher 4500, peut-être même 5000, mais un petit peu moins que le jeu de base, je pense. Celui-ci, bon, je vous avoue que je suis un petit peu fatigué, hein, ça fait quand même déjà combien de temps que je tourne là, 1h20, parce qu'il y a quand même 45 projets, donc ça prend du temps, même si j'essaie de faire assez court pour chacun d'entre eux. Unlockables, je me souviens plus quand je l'ai présenté et j'ai pas envie d'aller chercher exactement quand c'était. De toute façon, le jeu n'est pas financé en l'état, il n'intéressera pas grand monde, pas de version francophone et pas de Treasures de toute façon puisque il reste encore 10 jours et qu'on n'est pas encore financé de toute manière. Présenté le 30 octobre dernier dans le menu crowdfunding, Wonder Lackluck's Revenge, donc une nouvelle mouture dans l'univers de Wonder, avec donc cette fois-ci Lackluck's Revenge, 618 contributeurs, 87 000 euros d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne, on en reparle la semaine prochaine, mais ça reprend donc Barnacle's Bay, la suite en fait de l'histoire de Barnacle's Bay dans Lackluck's Revenge, même si en termes de mécanisme c'est trait pour trait la même chose au final. Petit détour du côté de chez Ulule avec Conan et la cité perdue de Tanuzul, un petit puzzle 3D avec une bille que vous devrez faire naviguer sur différents niveaux, sur différents étages. C'est pas spécifiquement un jeu de société à proprement parler, mais bon, c'est français, et quand même, c'est dans l'univers du jeu de société, donc on en parle rapidement. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous avez backé éventuellement, il y a quand même 512 contributeurs, c'est un très joli résultat sur Ulule, 10 jours avant la fin de la campagne, et 22 000 euros d'engrangés, donc beau succès pour Conan et la cité perdue de Tanuzul, bien évidemment disponible en version francophone, de toute façon, il n'y a aucun texte dans le jeu, mais pour la règle au moins, c'est disponible en français du côté de chez Ulule. Et on termine par un projet présenté il y a 3 jours à peine, donc le 6 novembre dernier. Il s'agit de Explosion in the Laboratory pour Weird Giraffe Games qui a fait le déménagement sur BackerKit et ça lui réussit pas des masses. Weird Giraffe Games avait fait quand même pas mal de résultats à plus de 1000 sur Kickstarter et là ils sont à 284. On verra la semaine prochaine lors de leur dernière apparition dans le suivi du menu crowdfunding, mais pour l'instant le projet bat un petit peu de l'aile même si bon, c'est financé en l'état. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine, assez longue, j'en suis à 1h24 d'enregistrement. Après montage, ça devrait faire, je sais pas, 1h15, 1h10, peut-être maximum. Ce sera certainement le suivi du menu crowdfunding le plus long de l'histoire, mais en même temps, on est sur une période tellement chargée que même en me dépêchant, je pouvais pas faire tellement moins. Et ma foi, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez donc la vidéo du review de Unconscious Mind sur la chaîne, qui a été postée samedi dernier. Vous retrouverez ce soir, donc au moment où j'enregistre, mais donc hier lorsque vous verrez cette vidéo, une nouvelle vidéo solo de Xavier sur Anachronie, avec de nouvelles extensions qu'il n'avait pas traitées jusqu'à présent en vidéo. Donc ce sera l'occasion pour tous les fans d'Anachronie d'aller faire un petit tour et voir Xavier certainement, je connais pas encore les résultats, j'ai pas regardé la vidéo, mais certainement perdre d'une défaite cuisante, bien évidemment, comme souvent, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, jouez bien, et bah du coup je me répète, mais à la prochaine.